Bonsoir à tous. À la une de ce journal, la multiplication des cas sévères et l'augmentation des décès des suites de Covid-19 sont les conséquences d'un relâchement global du respect des mesures barrières. Malgré ce constat du gouvernement, rien n'est fait pour amener les Camerounais à prendre conscience du danger de cette deuxième vague d'épidémie meurtrière. Vous verrez en ouverture de ce journal comment dans les espaces publics, c'est l'insouciance totale. Plus aucune mesure barrière n'est respectée. Les agents communautaires censés sensibiliser les Camerounais sont portés disparus depuis plusieurs semaines. Nous ferons le point en ouverture de ce journal. 5 ans après l'adoption de la loi portant code minier, où est passé le fameux décret d'application, la société civile déplore un laisser-aller qui est noté, qui est observé à travers les trafics d'influence, la corruption qui dicte la loi aux grandes dames des populations riveraines d'exploitation minière au Cameroun. La société civile mène son plaidoyer au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Alors que la pandémie de coronavirus gagne du terrain au Cameroun, c'est l'insouciance totale chez les Camerounais dans les espaces publics. Plus personne ne respecte les mesures barrières. D'aucuns estiment que cette pandémie n'est qu'une supercherie inventée pour faire peur aux populations. Pourtant, les cas de décès se multiplient et les cas sévères sont enregistrés dans les hôpitaux. D'aucuns pointent un doigt accusateur sur le gouvernement qui ne fait rien afin de conscientiser les Camerounais sur l'existence de ce danger lié à la deuxième vague d'épidémie meurtrière du coronavirus. C'est le constat que font Isabelle Carole-Zoupet et Théo Tchunke dans ce reportage. Au Cameroun, la situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 est préoccupante. 35 décès par semaine pour 800 à 1000 nouveaux cas. Des chiffres à la hausse qui semblent pourtant ne pas inquiéter bon nombre de personnes au regard du relâchement observé dans le respect des mesures barrières. C'est le cas dans la capitale économique Douala, où dans les espaces marchands et autres lieux publics, le port du masque, lavage systématique des mains sont aux oubliettes. Les points d'eau ont complètement disparu et même les vendeurs de masques se font de plus en plus rares. Mamie, le corona existe chez les blancs. Parce que moi, je crois pas, moi personnellement, je ne crois pas au corona. Tu vois un peu, non? Ça n'existe pas, ça m'a dit les blancs, non? L'année passée, en cette période-ci, on savait qu'en ce moment-ci, tout le Cameroun devait être lié à mort. Parce que nous-mêmes, les transporteurs, on savait que quand ça va nous prendre, ça va renverser tout droit. Parce que nous, on porte autant de personnes par jour. Et du moment où, pendant la forte période de l'an passé, on n'a pas eu le même nombre de cas ici au Cameroun. C'est pour ça que nous, on a travaillé dans la tête qu'il n'y a pas. Tous les Camerounais, même en général. C'est pour ça que vous voyez, les gens ne portent pas autant de masques. Les gestes barrières obligatoires dans les enseignes commerciales sont aujourd'hui foulés aux pieds. Le manque de moyens financiers et le problème d'accès à l'eau potable sont entre autres difficultés évoquées pour justifier cette indiscipline observée. Bon, partout il n'y a pas l'eau, hein. Comme disons par exemple ici au marché central, le marché Oignon, normalement ça c'est un endroit qui devait avoir un bac à d'eau. Je crois par exemple dans mon quartier il n'y a pas de l'eau. Sur cette résurgence de la pandémie dans le pays, les autorités sont sur le banc des accusés. Il leur est reproché de ne pas prendre les mesures qui s'imposent pour remporter cette bataille contre ce virus qui continue de faire des ravages dans le monde. Le gouvernement s'en fout de la santé des Camerounais. Le gouvernement a interdit, a refusé qu'il y a défilé du 11 février. Mais le gouvernement permet de faire un concert en pleine crise humanitaire. Est-ce que c'est normal? Je ne sais pas ce que les policiers font. Ils sont pleins. Je ne sais pas ce qu'ils font. Regardez tout un marché comme le marché central. Personne ne porte le cache-nez. Il n'y a personne. Ailleurs, dans les autres pays, si vous ne portez pas le masque, comme ici au Congo, c'est 10 000 francs. Mais si on pouvait demander à chaque Camerounais, celui qui ne porte pas le cache-nez paie seulement 500 ou 5 000. Vous allez voir beaucoup de gens porter la masque. La courbe croissante de la pandémie de Covid-19 au Cameroun impose donc de redoubler d'efforts dans le cadre du respect des gestes barrières, tels que le recommande le patron de la santé. La prévention étant la meilleure arme de lutte contre ce virus.
Le ministre de la Santé publique reconnaît que ce relâchement global du respect des mesures barrières a pour conséquence l'augmentation des cas sévères et même des nombres de décès des suites de Covid-19. Dans un communiqué, Manaouda Malaché déplore l'automédication et le déni décrié chez certains Camerounais qui arrivent à l'hôpital dans un état de dégradation poussée de leur santé. Néanmoins, il conseille aux Camerounais de se rendre dans les centres agréés Covid-19 et surtout de respecter scrupuleusement les mesures barrières, notamment le port du masque, port systématique du masque, le respect de la distanciation physique, également le lavage régulier des mains avec de l'eau courante ou une solution hydroalcoolique. Vous n'avez pas oublié cette école maternelle où de nombreux cas positifs ont été détectés à la fois chez des enseignants et des élèves. Elle a réouvert ses portes, notamment aux élèves ayant subi des tests. D'autres n'ont pas pu accéder à l'école et d'autres mesures ont été prises visant à limiter les risques de propagation du Covid-19 sur le campus scolaire. Des précisions dans ce reportage de Farel Bounia et Kediara. Devant l'école maternelle d'application groupe 1 et 2 de Bonamoussadi, c'est ici, au sein même de cette école maternelle, que des cas de Covid ont été détectés sur des enseignants. Il y a quelques semaines, une détection de cas de Covid qui avait alors entraîné la fermeture de l'établissement sans que les parents n'en aient été informés. Aujourd'hui, quelques semaines plus tard, on constate effectivement que l'établissement a de nouveau ouvert ses portes. Vous pouvez donc le voir à l'intérieur de l'école, les enfants qui sont en train de prendre des cours à travers les grilles. L'accès au sein de cet établissement a été refusé aux reporters d'Equinox Télévision. Néanmoins, sur le portail de l'établissement, on a un ensemble d'informations qui nécessitent quand même qu'on y attarde de l'attention. Il s'agit notamment de la date d'ouverture de l'établissement qui avait été fixée alors au 22 février 2021. Des mesures ont été arrêtées par le délégué régional de l'éducation de base pour la région du littoral. Des mesures entre autres qui visaient à la détection massive de tous les enseignants de l'établissement pour voir si certains d'entre eux étaient encore victimes de cas de Covid. Il s'agissait également de la détection des cas de Covid chez les enfants qui devaient être soumis à des tests. On note toutefois que beaucoup de parents ont refusé de se soumettre à cet exercice. C'est des parents qui ont choisi de laisser leurs enfants à la maison. On apprend également sur cette note d'information que l'établissement a été fermé tout ce temps pour permettre la désinfection pure et simple de l'ensemble des salles de classe et même de l'enceinte de l'établissement. Aujourd'hui, quelques jours plus tard, notamment quelques semaines après cette détection de cas de Covid, on ne sait pas si ces mesures sont entièrement suivies, mais vous pouvez le voir, à l'intérieur de l'établissement, il y a effectivement un seau qui est attribué au lavage des mains. On espère toutefois que ces mesures vont contribuer à faire à ce que les cas de Covid qui ont été détectés au sein de l'établissement ne puissent pas éclore. Pour Equinox Télévision, depuis l'école maternelle d'application groupe 1 et 2 de Bonamoussadi, nous sommes Dani Warenze 2 et Kediara. Après le grand reportage d'Equinox mettant en lumière l'absence d'ambulances médicalisées et les difficultés de prise en charge à l'hôpital de district de Garoua-Boulaye, le ministre de la Santé publique vient d'affecter une ambulance médicalisée de type C à cette formation sanitaire située à 250 km de Berthois dans la région de l'Est. L'hôpital de district d'Ezeka fait également partie des bénéficiaires d'une ambulance médicalisée selon une décision ministérielle. Sur les 25 ambulances affectées dans certains hôpitaux publics, 3 ont été placées en réserve ministérielle. Manaouda Malaché précise que l'acquisition de ces ambulances est la contribution de la Banque islamique de développement dans le cadre de la lutte contre la propagation de la maladie à Covid-19 au Cameroun. Et en pleine crise sanitaire, une nouvelle épidémie de poliomyélite survient dans la capitale camerounaise. 2 cas de poliovirus de type 2 ont été détectés dans le quartier de la Cité Verte. Au regard du risque élevé de propagation de ce virus, cette situation constitue une urgence de santé publique selon le gouvernement. Dans le but de stopper la transmission du virus, il est annoncé une investigation profonde, une sensibilisation des communautés et une planification des activités de vaccination dans les zones à risque.
Je vous le disais en titre, Transparency International Cameroun mène un plaidoyer pour la publication du décret d'application de la loi de 2016 portant code minier au Cameroun. En l'absence de ce texte, c'était un laisser-aller dans ce secteur aux corruptions, trafic d'influence et autres pratiques illicites dictent leur loi aux grandes dames des communautés riveraines des zones d'exploitation minière au Cameroun. D'autres détails avec Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. Voici Kambele, localité située non loin de Batouri, dans la région de l'Est. C'est l'un des foyers où l'on retrouve tous les maux qui minent le secteur minier au Cameroun. Des maux maintes fois dénoncés par Transparency International et FODER à travers le projet Mine, Environnement, Santé et Société, mis en œuvre depuis avril 2019. Jusqu'à nos jours, aucune mairie n'a reçu des redevances. On ne sait exactement pas qui exploite sur le terrain. Vous avez affaire à des entreprises qui en réalité ne le sont pas, parce qu'ils sont sous le registre de l'autorisation artisanale. L'autorisation artisanale, pas des matériaux locaux, pas des matériaux rudimentaires en réalité de la pelle. Mais vous avez affaire à des entreprises qui font des dégâts énormes et qui en une seule nuit peuvent rapidement se déplacer pour s'installer ailleurs. Les exploitants creusent des trous. Quand ils finissent leur exploitation, ils s'en vont, ils laissent ces trous. On enregistre des décès, des pertes en vie humaine de temps à autre dans ces zones d'exploitation. Malheureusement, sur le terrain, le mal va grandissant, favorisé par le mystère qui entoure la loi de 2016 portant code minier, dont le décret d'application dort dans les tiroirs de la présidence, où des forces tapis dans l'ombre manœuvrent pour que le désordre actuel dont ils tirent profit perdure. L'absence des textes d'application de la loi portant code minier de 2016 est à l'origine principalement de toutes les formes de pratiques illicites observées sur les sites. La corruption, les fraudes diverses, le trafic d'influence, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qu'on voit sur le terrain, mais qui en réalité ne sont que des faire-valoir ou des prête-noms. Les véritables propriétaires de ces exploitations se trouvent ailleurs, parfois dans des endroits insoupçonnés. Fidèle à ses engagements, Transparency International mène un plaidoyer dont l'objectif final est l'amélioration de la gouvernance minière au Cameroun. Il est donc question pour nous d'aller vers les différentes autorités en charge de ces problèmes-là pour engager un plaidoyer dans les différents axes qui ont été évoqués. La création de la Société nationale des mines en décembre 2020 est vue d'un bon œil par la société civile, si tant est que son arrivée dans le monde obscur de l'exploitation minière va contribuer à réduire les mauvaises pratiques. Nous sommes entièrement disposés à mettre notre expertise à la disposition de cette nouvelle entité pour qu'ensemble, nous travaillions à l'amélioration de la gouvernance dans le secteur minier au Cameroun. Le Cameroun est une mine d'or dont l'exploitation ne profite malheureusement pas aux communautés riveraines dont la misère ne cesse de prendre du galon. Ici à Kambele par exemple, c'est à peine si les populations ont accès aux services sociaux de base, alors que cette localité est riche en ressources minières. Yaoundé, où la Confédération camerounaise du travail conteste la nomination de certains membres de la Commission nationale des droits de l'homme, notamment le représentant des syndicats. Face à la presse à Yaoundé, la présidente de ce mouvement syndical a également fustigé la réduction du quota des femmes et y voit une volonté d'étouffer les défenseurs des masses laborieuses. À cet effet, je vous invite à écouter Antoinette Tangono Ekwang, présidente de la Confédération camerounaise du travail. À la place des syndicats du représentant des syndicats du travailleur, il a été nommé un membre gouvernemental, un inspecteur de travail. C'est un inspecteur de travail, c'est-à-dire de l'administration du travail, qui représente désormais les syndicats au sein de la nouvelle Commission nationale des droits de l'homme. Et il vous souvient que c'est la présidente de la Confédération camerounaise du travail qui représentait justement les syndicats au sein de la commission. Donc vous pouvez faire le lien. Pour faire taire les syndicats, il faut enlever le représentant des syndicats pour renforcer l'action gouvernementale. Et j'insiste sur la complicité de l'État à faire taire les organisations
les organisations syndicales. Je vais plus loin. Vous allez constater que dans l'article 14, les femmes doivent représenter au moins 30% des membres de la commission. Et aujourd'hui, la nouvelle commission des droits de l'homme du Cameroun n'a que 3 femmes. Nous sommes partis de 40% de femmes à 18,75% de femmes. Le Cameroun est désormais l'un des pays les plus dangereux où l'exercice de la liberté syndicale est en train d'être tué, est en train d'être massacré, non pas par les employeurs, mais par le gouvernement. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme n'a pas souhaité commenter l'acte de nomination des différents membres qui composent cette commission, indiquant que seul le président de la République pouvait se prononcer sur cette question. Néanmoins, il a évoqué la nécessité et la volonté des différents membres à promouvoir l'état de droit et la culture des droits de l'homme au Cameroun. Des Camerounais d'une certaine génération n'ont pas oublié l'exécution des plans quinquennaux sous l'ère Amadou Ahidjo. C'était une boussole économique ayant pour moteur l'agriculture. Au cœur de cette vision, la localité de Kondiok, un bassin de production où des Camerounais avaient bénéficié de la part du gouvernement d'un appui pour être des seigneurs de la terre. Des décennies plus tard, cet arrondissement, cette localité n'est plus que l'ombre d'elle-même. L'agriculture a été abandonnée par des paysans. Ils ont dénoncé un enclavement décourageant qui plombe de fait leur production agricole, la commercialisation vers les centres urbains. C'est un grand reportage signé Sédek Chouna et Donald Brice Kamgan. Embarquement de Yabassi pour Kondiok. L'équipe de reportage n'a pas de choix que de s'attacher les services de cette moto. Nous avons un peu de chance, c'est la saison sèche. En lieu et place des boubillés de la saison pluvieuse, la route est noyée dans la poussière. Le président, il est passé au ton charisme. Regarde l'état dans lequel tu es là. Nous sommes ici au village Tumbasala, c'est environ 50 km après Yabassi, nous allons à Kondiok. Alors nous partons sur moto depuis ce matin, les véhicules étant extrêmement rares ici. Le silence de la brousse vous laisse penser que vous faites une planète non habitée. La route en terre battue ne rend pas l'axe très attractif. 90 km après, voici Kondiok, une ville historique au plan agricole au Cameroun. En raison de son potentiel exceptionnel et surtout de la fertilité de son sol, le gouvernement a fait de Kondiok à une certaine époque l'un des arrondissements censés porter les ambitions du Cameroun en matière de production agricole. Mais aujourd'hui, Kondiok n'est plus que l'ombre de lui-même. Vous cultivez quoi? Le plantain, le cacao? Le cacao, le café. Il y a le cacao, le café, le plantain, les macabos. Banane, l'ananas. Vous savez combien de kilogrammes de cacao par exemple? Pardon? Combien de kilogrammes de cacao est-ce que vous pouvez produire par an? En sac? Non, dites-moi en sac. Des fois, vous savez, le cacao, il monte, il descend. Oui. Il y a des fois, j'ai 4 kilos, 4 sacs. Des fois, j'ai 3 parce que tous les superficies ne sont pas encore bien grands. Oui, l'argent pour acheter les produits, ça dépend, puisque en réalité, ce sont les moniteurs agricoles, souvent qui peuvent évaluer la quantité de produits qu'il faut pour un planteur par hectare. Mais ils ne le font pas, ils ne sont même pas proches de nous. Ils ne sont pas proches de nous, nous sommes complètement abandonnés. Chacun se bat comme il peut. Mais sur le terrain, parfois, il y a cela 2 ans, nous avons suivi qu'on a envoyé les produits sur le terrain, soit 5000 sachets de Gordon Bleu. Un produit d'abord qui est utilisé plutôt en saison sèche. On nous envoie ça en saison des pluies. Donc on fait carrément le contraire. Oui, puisque même les moniteurs savent, ou le délégué sait ce qu'il faut faire. Mais on nous envoie un produit contraire et à contre-temps. Et quand ça arrive sur le terrain, le produit disparaît. Ils n'ont pas eu de produit alors que c'est arrivé sur le terrain, on l'a vu. L'enclavement, c'est la racine de tous les malheurs en Kondiok. Comme dans cette vallée, où pour se rendre, nous prenons une petite piste sur une colline. En contrebas, des hectares et des hectares de cacaoyères. La principale difficulté ici, nous avons la route.
Et parce que la route, c'est pas vraiment praticable. Parce que pour porter le cacao ici, lorsqu'on a déjà fermenté, c'est pas facile. Parce que même quand on porte sur la tête, là, c'est vraiment pénible. On se fatigue vite. Et là, nous sommes obligés de prendre la moto pour qu'on porte. Et là, on creuse la route. On creuse, on fait en sorte qu'il y ait une petite piste qu'on puisse passer. Et c'est même pas toujours facile. Et avec les motos, on parvient toujours à creuser la route. Et c'est même pas facile. Et le prix aussi, même pour porter ça, c'est très élevé. Très, très élevé. Parce que imaginez une petite route comme ça, pour sortir en route là, à quelques kilomètres, on paye une somme de 1000 francs. 1000 francs, un petit sac, un petit collier. René Noumbia est le président de la coopérative agricole pour le développement du village Matoubé et des villages environnants. C'est la plus importante coopérative de Nkondjock avec 350 membres. Il est installé ici depuis 55 ans. Au début des années 60, il est parmi les pionniers. Ce sont les milliers de Camerounais à qui l'État donnait des moyens financiers et techniques afin d'abattre les vastes parcelles de forêt dans un Nkondjock presque inaccessible et inhabité. Une stratégie des plans quinquennaux du gouvernement Ahidjo visant à faciliter le travail de la terre et booster la production agricole. Oui, dans ma coopérative, la COP-DEMAT que vous avez vue, mes membres produisent pas moins de 350 tonnes de cacao par an. Et le café, nous faisons, puisque le café ne passe plus sur le marché, nous faisons autour de 100 tonnes. Et pour les vivres, c'est presque en désordre, puisque c'est d'abord nous-mêmes nous consommons. Et nous produisons beaucoup de plantains que nous n'arrivons pas à écouler sur les marchés à cause de l'enclavement. Et même ce cacao, c'est en septembre, octobre, novembre, janvier, février que le cacao passe. Déjà en saison de pluie, tout est bloqué. Nkondjock, ce sont ses produits vivriers, 150 tonnes de bananes plantains l'année, 100 tonnes d'igname et surtout le cacao. L'arrondissement en produit 2500 tonnes l'année. Il est possible de porter cette production à 5000 tonnes d'après les observateurs. Mais les routes agricoles impraticables anéantissent les efforts des planteurs. Mis à part l'enclavement, l'entretien des plantations est une véritable gageure. Depuis les années 2000, les subventions de l'État aux agriculteurs, on n'en entend plus parler en Nkondjock, confie M. Noumbia, qui dispose ici de 8 hectares. Nkondjock est la mamelle nourricière de la région du littoral en général, malgré l'enclavement. Et les subventions, depuis un certain temps, nous n'avons plus de subventions. Mais nous supportons comme ça et nous travaillons en espérant qu'un jour, le meilleur pourra arriver un jour. À 3 km de là, tout près de la sous-préfecture, les dernières traces de la Société de développement du Nkam, la SODENKAM. C'est l'entreprise publique sur laquelle était adossée la stratégie de désenclavement et de développement de l'ensemble du département du Nkam. Derrière nous, la fondation de la SODENKAM, la Société de développement du Nkam. Cette entreprise a été créée ici en 1966 et avait pour vocation d'accompagner le développement de ce département, surtout par des appuis techniques et financiers aux agriculteurs. Alors elle a fermé boutique dès la fin des années 60. On aperçoit en arrivant ici juste cette fondation et puis cette bâtisse qui se distingue par son âge et par sa vétusté. Les agriculteurs évoquent un peu nostalgique les vestiges de cette entreprise agro-pastorale. Grâce à la SODENKAM, plus de 50 000 paysans se sont installés en Nkondjock à l'époque, bénéficiant gratuitement des intrants, des appuis techniques et financiers et jusqu'à la prise en charge sanitaire. Près de 50 années après, l'agriculture se fait à la houe et à la machette en Nkondjock. La main-d'œuvre a vieilli et des hectares de plantations abandonnés, à l'image de cette ville de près de 30 000 âmes, aux allures d'une contrée oubliée. Et le monde rural camerounais qui a perdu l'un de ses fervents défenseurs, Bernard Djongan, s'est éteint dimanche dernier à Amiens en France. Portrait d'un ingénieur agronome qui démissionna de la fonction publique pour rejoindre la société civile et porter le combat en faveur de la transformation agricole du Cameroun. Reportage Élisée Bogba et Aïk Cyril. La nouvelle est tombée tel un couperet. Bernard Djongan est mort.
Le président du CRAC, Croix au Cameroun, s'est éteint dans la nuit du dimanche 21 février dernier au CHU d'Amiens en France des suites de maladie. Bernard Djonga aura marqué son passage sur terre par son combat pour la cause du monde agropastoral. Ingénieur agronome, il sert pendant 3 ans comme assistant de recherche à l'Institut de recherche agronomique pour le développement IRAD. Mais en 1987, il démissionne de la fonction publique pour entamer un parcours à la fois long et sinueux dans la société civile. L'une de ses premières initiatives, c'est la mise sur pied du service d'appui aux initiatives locales de développement SAILD, une organisation non gouvernementale éditrice du journal La Voix du Paysan. Connu pour ses positions en faveur des populations rurales expropriées par les exploitations agricoles multinationales, Bernard Djonga dénonce à travers l'ACDIC, une autre de ses nombreuses associations, les détournements de fonds dans la filière maïs, tout comme il s'érige contre l'introduction des organismes génétiquement modifiés. Si l'importation ou la consommation du poulet dit congelé a considérablement baissé au Cameroun, c'est encore grâce à ce défenseur du monde rural qui, le 5 août 2019, publie des images de tonnes de riz produits au Cameroun, mais stockés dans des entrepôts dans la région de l'extrême nord, alors que le pays importe chaque année de grandes quantités de riz. Bernard Djonga trouve la situation scandaleuse et lance une pétition afin d'exiger la commercialisation du riz local au Cameroun. Au lendemain du comice agropastoral tenu à Ebolova en 2011, Bernard Djonga avait déjà décrié l'abandon dans un champ de ruines de l'usine d'assemblage de tracteurs censée moderniser l'agriculture camerounaise. Mais guidé par le désir de mieux implanter sa vision, Bernard Djonga quitte la société civile pour se lancer résolument en politique. En 2014, c'est la création du CRAC, Croix au Cameroun, formation politique sous la bannière de laquelle il formule 40 mesures pour révolutionner l'agriculture au Cameroun. Soumises aux candidats à la présidentielle 2018, les 40 propositions constituent le dernier acte fort de l'infatigable défenseur du monde rural, Bernard Djonga. Camerounais de tous bords politiques ont salué le combat mené par Bernard Djonga, ingénieur agronome, défenseur du monde rural et du monde agricole au Cameroun. Le Camerounais Maître Dieudonné Api, désigné président de la commission électorale à la Confédération africaine de football. Cette commission est chargée d'organiser les élections des membres du comité exécutif et du prochain président de la CAF. Maître Dieudonné Api est un grand avocat au barreau du Cameroun, ancien président du comité de normalisation de l'instance fêtière du football camerounais et aujourd'hui désigné à la tête de la commission électorale de la Confédération africaine de football. Dans l'escale internationale, après le meurtre de l'ambassadeur d'Italie en République démocratique du Congo, les réactions se multiplient pour condamner l'attaque survenue dans cette partie du Congo et exiger l'ouverture d'une enquête internationale et indépendante. La campagne électorale en vue de la présidentielle au Congo-Brazzaville a déjà été ouverte et Denis Sassou Nguesso est donné favori. Pendant ce temps, c'est un ex-président sud-africain qui continue de faire face à la justice, Jacob Zuma, qui dénonce une cabale contre lui malgré des preuves concernant sa culpabilité dans le cadre des affaires de corruption alors qu'il était encore chef d'État sud-africain. La mouture internationale est signée Gladys Sidé. Luca Attanasio, l'ambassadeur d'Italie en RDC, effectuait le voyage en vue de visiter un projet scolaire dans un village. Le convoi du Programme alimentaire mondial des Nations Unies dans lequel il voyageait a été attaqué près de Goma. 2 autres personnes ont été tuées. Le président Félix Tshisekedi a vivement condamné l'assassinat du diplomate italien. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a demandé à la RDC d'enquêter avec diligence sur cette attaque.
Le Premier ministre italien a fait une déclaration exprimant ses plus sincères condoléances, tandis que le président Sergio Mattarella a condamné une lâche attaque. Malgré l'appel lancé aux groupes armés de la République démocratique du Congo par le président Félix Tshisekedi en 2019 et les nombreuses tentatives d'instaurer la paix depuis 20 ans dans l'est du pays, les groupes armés continuent d'occuper le terrain. Pendant ce temps, au Congo voisin, c'est la dernière ligne droite pour Denis Sassou Nguesso avant la présidentielle. À l'heure où s'ouvre la campagne pour la présidentielle fixée au 21 mars, tout le monde ou presque s'accorde à dire que Denis Sassou Nguesso sera probablement reconduit pour un 4e mandat sans que cela ne provoque de remous. S'il est réélu dans quelques semaines pour le 4e de ses mandats consécutifs, le président congolais aura alors la perspective de faire son entrée à partir de 2024 dans le club très restreint des chefs d'État africains ayant passé au moins 4 décennies à la tête de leur pays. Et puis en Afrique du Sud, la commission chargée d'enquêter sur la corruption d'État généralisée lorsque Jacob Zuma était au pouvoir a réclamé auprès de la plus haute juridiction du pays 2 ans de prison à l'encontre de l'ex-président sud-africain pour son refus de témoigner. Depuis la création de la commission en 2018, Jacob Zuma, déjà mis en cause par une quarantaine de témoignages, multiplie les manœuvres pour éviter d'avoir à s'expliquer, empilant les recours ou faisant valoir son droit au silence. Après plusieurs mois, la commission en charge de l'enquête a mis ses menaces à exécution en déposant un recours urgent auprès de la Cour constitutionnelle pour que l'ancien chef d'État soit puni d'avoir intentionnellement et illégalement refusé de faire avancer l'enquête. Jacob Zuma n'a témoigné qu'une seule fois devant la commission en juillet 2019. Il avait rapidement claqué la porte, s'offusquant d'être traité comme un accusé. L'ancien chef de l'État a accusé certains juges d'être sans foi ni loi. Il s'est dit certain que leur volonté de le faire condamner pour outrage à la justice serait exaucée, accusant le président de la commission de propagande politique. En bref, à présent, au Niger, le candidat du parti au pouvoir, Mohamed Bazoum, a remporté le second tour de l'élection présidentielle. Selon les résultats provisoires de la CENI, il obtient 55,75% des voix. Ces chiffres doivent être validés par la Cour constitutionnelle. La direction de la campagne de Mahaman Ousmane, son principal adversaire, a contesté les résultats et dénoncer un hold-up électoral. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Nomination des membres de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés. La Confédération des travailleurs conteste le représentant. La centrale syndicale s'offusque de ce que celui qui est censé être le représentant des syndicats au sein de la Commission des droits de l'homme est un inspecteur du travail qui est un membre de l'administration publique. Et de ce point de vue, cette dame accuse le gouvernement de torpiller cette plateforme qui est censée veiller au respect des droits de l'homme au Cameroun. Elle a également déploré la présence de très peu de femmes au sein de la commission, alors que la loi qui régit le fonctionnement de cette instance fait savoir qu'il faut au moins 30% des femmes. Elle constate qu'à peine 18% des membres de cette commission sont des femmes. Elle critique cette composition de la commission des droits de l'homme, estimant que le gouvernement manœuvre pour écarter à la fois les syndicats et empêcher aux différents ouvriers de faire entendre leur voix. Et en réaction, le président de la commission indique qu'il ne commente pas les actes présidentiels du chef de l'État, mais il fait savoir que cette commission va travailler pour promouvoir la culture des droits de l'homme au Cameroun. Voilà, madame, monsieur, c'est l'essentiel. L'Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Je vous souhaite une bonne soirée, Serge Alain. Rendez-vous demain. 20h. Dans un instant, donc, madame, monsieur, la suite. Equinox Soir. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, c'est le débrief du journal, toujours en campagne de nos invités, maître Augustin Gueffac, docteur Luison Yessomba, Joseph René Mboutouzé et Jean-Robert Wafo. Jean-Robert Wafo,
le président nommé des membres de cette commission. Vous comprenez que le syndicat, la centrale des travailleurs, trouve à redire sur celui-là qui est censé être leur représentant dans cette commission. Oui, mais écoutez, le syndicat a tout à fait raison. C'est quand même ahurissant que celui qui est censé représenter les travailleurs soit un ancien délégué régional du ministère du Travail, comme si il n'y avait pas plusieurs syndicats, n'est-ce pas, de travail. Et puis, j'ai un problème avec... vous allez voir, on va toujours revenir à ce que... c'est-à-dire au fonctionnement même de ceux qui... Ça, permettez-moi de le dire pour la première fois, hein, de ceux qui procèdent aux cooptations autour du chef de l'État. Ça pose problème. Parce que esprit de piétiner certains écoutez, textes. Mais quand on dit 30% de femmes, pourquoi ils peuvent pas s'arranger qu'il y ait 30% de femmes? C'est la même chose qu'on a observé, n'est-ce pas, avec les régionaux. Non, mais avec les 55 milliards. Non, écoutez, avec les 55 milliards de francs CFA de convention de crédit qu'on va signer avec la Standard Chartered Bank Londres et la BPI France Export. C'est-à-dire, les gens arrivent, on a comme l'impression que quand des gens, quand vous faites signer des documents au président de la République, on vient, on présente le global, et après on revient dans des manœuvres bizarres, on vient faire en sorte qu'il réussit autre chose, et cette fois-ci, en prévoyant les différentes étapes. Et comme il est question, n'est-ce pas, de sauver l'image, il est obligé donc parfois de signer des choses, mais on ne comprend pas. La loi dit 30% de femmes. S'il y a 15 membres, 30% ça fait donc combien? 4. Ça fait 4,5. Non, mais c'est une femme. Qu'est-ce que ça coûte? Je veux bien savoir. Ou alors il y a une arithmétique à étudier là-bas. Il y a l'arithmétique que nous savons tous. Qu'on dise. Pourquoi cela ne rappelle pas tout simplement? Permettez-moi pour une fois, n'est-ce pas, de ne pas interroger directement le président de la République, mais plutôt ceux qui sont censés lui dire voici ce que la loi prévoit. Ce n'est pas dans mes habitudes de le dédouaner. Mais pour une fois, je me pose cette question. Et puis, bon, il y a des figures qui sont bien connues là-bas. Il y a Denis Kwebo, le président du syndicat national des journalistes du Cameroun. J'ai même vu le SNJC pondre un communiqué qui l'encourage, donc qui le félicite pour sa nomination. Bon, il y a également le président, le vice-président qui est devenu président. Je tiens à rappeler ici que le vice-président, le professeur James Mwangi Kobila, qui est devenu président, tout le monde a en mémoire le fait que durant l'élection présidentielle, il a été un soutien actif, n'est-ce pas, du président, du candidat national du RDPC. C'est incompatible. Je dis, mais écoutez, est-ce qu'on ne constate pas? On constate cela. Il a été un soutien actif et tout le monde sait également les relations qu'il y a eu, les relations houleuses et affichées, n'est-ce pas, qu'il entretenait avec l'ancien président de la commission nationale, donc de cette commission nationale des droits de l'homme, le défunt Chimuta Banda Divine, où il se permettait même, c'est-à-dire que le président de la commission, l'ex-président de la commission, qui lit le rapport de la commission, on a vu des images où le vice-président, qui est actuellement président, se levait carrément pour dire qu'il n'est pas d'accord. Donc, et puis, la dernière chose, pour chuter, de mon point de vue, il y a quand même quelque chose de terrible. L'ancien président de la commission était un anglophone. Divine Chimuta Divine. Banda.
en pleine crise anglophone, alors qu'on parle de plus en plus des violations des droits de l'homme de ce côté. Quand vous retirez un anglophone et vous mettez un francophone, quelle image on donne à ces gens? Parce qu'en politique, les symboles comptent. Et ça vient à la suite de ce qu'on a vu par rapport à Cameco, où les 3 premières personnalités de Cameco aujourd'hui, c'est des francophones, il n'y a aucun anglophone. PCA, DGA. Parce qu'en politique, les symboles comptent. Et moi, une fois de plus, je me pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Voilà. Joseph René Mboutouzé, sur ce symbole, ce dernier symbole évoqué par Jean-Robert Wafo. La commission était dirigée jusque-là, jusqu'à sa disparition, par un anglophone, la disparition de l'ancien président, Jimouta Banda, Divine, mais remplacé par un francophone. Il évoque la crise anglophone avec tout ce qu'il peut avoir comme non-respect des droits de l'homme. Oui, vraiment, vous voyez ce genre de discours-là, ce n'est fait que pour attiser les passions. Et est-ce que c'est le moment? Parce que là, il met des braises sur une situation où tout le monde doit essayer d'apaiser, pas attiser les passions. Hein? On a nommé des Camerounais. On a nommé des Camerounais. Quand le président Paul Biya nomme, il nomme d'abord des Camerounais. Bon, maintenant, c'est vous qui dites anglophone, francophone. Après, quand ça sera en francophone, on va dire un Boulou, un Bamileke, un Nordis. Mais vous voyez, c'est tout ça le problème. Maintenant, c'est anglophone, francophone. Parce que c'est cette situation-là qui peut lui plaire pour mettre le feu. Quel feu? Mais vous mettez le feu. Comment ça? Mais bien sûr, vous attirez. Mais est-ce que ce n'est pas les faits? Non, mais quel fait? Mais c'est des faits. Quel fait? Et si ça avait été un francophone, ça n'allait pas rester un francophone. Si on avait nommé, si un poste revient dans un francophone, on nomme un boulot. Vous allez dire qu'il a nommé un boulot. Là, ça ne sera plus un anglophone. Monsieur Boutouzé, il faut arrêter ça. C'est-à-dire que sachez une fois pour toutes que le mode de désignation du personnel politique au Cameroun et administratif repose sur 2 leviers principaux. Si vous ne savez pas, allez apprendre. Il y a les macro-équilibres régionaux et il y a les micro-dosages ethniques. Retenez bien cela. Macro-équilibres régionaux, micro-dosages ethniques. Quelle est l'ethnie qu'on appelle anglophone? Il n'y a pas une spécificité anglophone. Qu'on appelle anglophone. Il n'y a pas une spécificité anglophone. Même quand il y a pourquoi vous leur avez accordé un statut spécial? Même dans le principe. Pourquoi vous leur avez accordé un statut spécial s'il n'y a pas de spécificité? Je voudrais vous demander, même dans le principe de l'équilibre régional, on avait dit qu'il y a une partie qui est réservée aux anglophones et aux francophones. On a dit par région. Le Cameroun a 10 régions. 10 régions. Et dans les 10 régions vivent des Camerounais. Pourquoi vous leur accordez dans un statut spécial? Mais qu'est-ce que vous appelez que vous leur accordez un statut spécial? Pourquoi vous n'accordez pas ça ailleurs? Qu'est-ce que vous appelez dans votre région? Pourquoi vous accordez un c'est justement une particularité. C'est parce qu'une particularité qu'on leur a accordé un statut spécial. Sinon, on ne l'aurait pas fait. Ah, donc, désormais, au Cameroun, on doit diviser les postes. Donc, vous, la crise anglophone, quand vous serez, il n'y a pas de problème. Jean-Robert, il me semble que vous êtes un très vieux ministre du shadow cabinet de Fundi. Revenez dans le débat. Ministre dans ce cabinet. Revenez dans le débat. Je veux savoir, le jour où vous serez au pouvoir, vous allez partager les postes au Cameroun entre francophones et anglophones. C'est comme ça que vous allez gérer le Cameroun. Nous allons tenir compte des spécificités. Donc, de quoi? Par exemple, sur la langue, sur la langue du colon en plus. Laissez ce vieux débat. Quel vieux débat? De panafricain. Voilà. Laissez ça. Le colon, machin. On est là sur un problème. Permettez Jean-Robert. Je comprends que le discours ici, c'est essayer de plaire, d'attirer un certain sentimentalisme. Mais quand vous faites ça, non seulement que vous ne faites pas du bien à vous-même, vous ne faites pas du bien au Cameroun. Et les populations anglophones que vous croyez défendre, en faisant ce que vous faites là, vous ne leur faites pas du bien. Mais puisque vous avez dit que le Cameroun se porte très bien. On n'a pas besoin, mais le Cameroun se porte bien. Très bien.
C'est ce que vous avez dit. Est-ce que le Cameroun ne se porte pas bien? Donc le Cameroun se porte bien. Vous avez un problème. Moi, je vous vois, vous vous portez bien. Vous dites que le Cameroun se porte bien. Vous êtes en ce plateau avec un beau sourire. Monsieur, vous n'avez pas perdu votre super, vous êtes toujours aussi gros, vous mangez bien, vous avez quel problème, monsieur Wakou? Cessez de vous moquer des Camerounais. Cessez de vous moquer des Camerounais. Je suis le Cameroun tout vous êtes véritablement un cosmonaute politique, mon cher ami. Ce discours, revenez sur terre. Ce discours-là ne vous honore pas. Revenez sur terre, monsieur. Revenons. Laissons le peuple anglophone tranquille. Le Cameroun se porte très bien. Bon, même si ça ne se porte pas bien, vous devez tenir ce discours-là pour continuer à ébranler ce peuple. Mais puisque vous devez croire que ça continue à chauffer là-bas. Merci. Ce sont des faits. Le peuple. Personne n'a jamais voulu qu'il y ait par ailleurs. Merci. Joseph, on vous a compris. Bon, j'ai compris que vous êtes dépassé et puis bon, ça va. Docteur Luzon, vous comprenez, est-ce que le président peut, on ne va pas dire faire machine arrière, est-ce que les femmes se plaignent, 30%, ça n'a pas été respecté? Que peut faire le président après tout ça? Bien entendu, le président ne va pas rapporter son acte 3 jours plus tard. Voilà. Et ce qu'il faut indiquer sur le plan technique et juridique, c'est qu'il s'agit de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire. Oui. Il peut choisir qu'il veut. C'est vrai qu'on aurait pu, quand même dans une logique du contest, c'est-à-dire que remettre un anglophone, un peu comme le signal Robert Wafou tout à l'heure. Mais je dis bien ceci, dans l'exercice de ses pouvoirs, le président de la République seul peut répondre d'un tel acte, puisque cela relève de son pouvoir discrétionnaire. La seule chose dans le pouvoir discrétionnaire, c'est que, en fait, ce n'est pas un pouvoir qui s'exerce ex nihilo, qui est toujours fondé sur un certain nombre de principes qui peuvent guider la nomination du chef de l'État. Donc nous disons que le contexte pouvait imposer qu'il nomma à la tête de cette commission nationale des droits de l'homme et des libertés un autre anglophone. Un autre anglophone. Moi je dis, son pouvoir discrétionnaire lui donne la possibilité de s'éparpiller un peu comme il veut. Alors moi ce que je voulais relever, c'est que vous savez, dans le renforcement de la protection non juridictionnelle des libertés publiques, ce que nous attendons de cette commission, c'est qu'elle joue effectivement ce rôle de promotion et de protection des libertés fondamentales. Vous vous rappelez de l'affaire Albert Wukong. C'est la Cour africaine des droits de l'homme qui a sanctionné le Cameroun. Pourtant, la Commission nationale des droits de l'homme n'avait rien fait. Ne serait-ce que pour mettre en veille cette situation, pour qu'on comprenne. Alors, il faudrait que le professeur James Mange Kobila, qui est mon vice-recteur à l'université de Douala, mette donc toutes ses compétences en jeu pour pouvoir donner vie, sens et compétence à cette institution qui, sur le plan de la protection non juridictionnelle des droits de l'homme, joue un rôle capital dans cette promotion et dans cette protection des droits de l'homme. Maître Ngefak, sur cette commission, déjà des sons de cloche discordants, des grincements de dents déjà. Est-ce que je ne sais pas. Quand le professeur Mange Kobila aura, on va dire comme ça, les choses faciles pour lui? Je ne sais pas si vous demandez si le professeur James Mange Kobila pourra prendre son stylo et refaire les copies passées et expliquer ce pourquoi quelqu'un comme, comment on l'appelle encore, l'ancien du MRC qui avait été fusillé là, par les balles létales, qui a démissionné. Célestin Djamène. Célestin Djamène, je ne sais pas s'il peut rédiger un rapport, lui en tant que professeur, et expliquer ce pourquoi ce monsieur a été bousillé. Ouais. S'il peut écrire, je dirais qu'il n'est pas politique, il est intellectuel, il est rigoureux. Donc ce que je souhaite, c'est qu'il fasse le maximum d'efforts pour être ce que tout le monde souhaite qu'il soit, pas pour être ce que le pouvoir qu'il a nommé veut qu'il soit. Donc il est là pour le peuple, il est là pour les droits de l'homme, et les individus qui l'ont nommé pour des intérêts supérieurs de l'État, disons ça ainsi, attendent beaucoup de lui, et nous-mêmes nous attendons beaucoup de lui. Je souhaite que ces rapports reflètent à 75% la réalité. Voilà. Voilà, on va faire un dernier tour de table rapidement, cher monsieur, 2 minutes. Domaine privé de l'État,
Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Et comment comprendre cette sortie du ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Oui, concrètement, on doit comprendre ici que je ne voudrais pas me prononcer sur le plan politique, je laisse cela aux politiciens. Ce que je voudrais dire sur le plan technique, c'est que sur la forme, il y a quelque chose à redire sur cette forme et même sur le fond, parce que lorsque on dit au ministre du cadastre des affaires foncières de ne plus prendre des actes aux superficies inférieures à celles qui ont été prévues dans le décret de 1976. On dit quelle que soit la superficie. Oui, ceci, quelle que soit la superficie, c'est-à-dire qu'en deçà de ce qui est prévu, parce que vous savez que le décret lui dit, tu peux en deçà de 50 hectares, tu peux le faire sans qu'il y ait autorisation. Oui. Mais à partir de 50 hectares, il faudrait obligatoirement un visa présidentiel. Alors, ce que je dis, c'est que sur le fond, on se rend quand même compte qu'on aurait pu prendre une mesure conservatoire, c'est-à-dire qu'en protestant le fait qu'un acte futur viendra corriger les choses, parce que je l'ai dit tout à l'heure, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, on pouvait passer par un décret simple pour indiquer que désormais décret portant modification du décret du 4 août 1995 qui dispose désormais que tous les superficies de moins de 50 hectares doivent bénéficier de l'autorisation préalable du président de la République. Je pense qu'à ce niveau, on aurait facilement réglé la situation aujourd'hui, parce que quand on lit le fond de cette note, on se rend compte qu'il y a des propos corrosifs qui ressortent de cette note et qui témoignent à suffisance que les rapports au niveau de nos hautes personnalités de l'État ne sont pas des rapports, cordiaux, et que au fond de cela, il y a une véritable bataille qui se joue. Justement, n'oublions pas, il y a la succession du président de la République en vue. Dans le grand soir. Qu'est-ce que vous comprenez, vous, à travers cette correspondance? Oui, je comprends qu'à la présidence de la République, il y a toutes les compétences qui ne peuvent pas laisser échapper le genre de critiques que vous apportez là. Dans les usages en administration, il faut davantage considérer la note du secrétaire général, de monsieur le secrétaire général, comme, comment je dirais, une forme de mesure conservatoire. Ça veut dire que le formalisme attendu à travers une modification par décret va sûrement arriver dans les jours qui viennent. Mais en attendant, pour sauvegarder une situation peut-être qui a été jugée, comment je dirais, pas très correcte pour le moment, il a fallu prendre cette mesure conservatoire-là, qui voudrait qu'avant que le ministre de MINCAF continue à signer ses actes administratifs, qu'il prenne d'abord le visa de la présidence de la République. On aurait pu également dire qu'on suspend. On suspend, comme on l'a vu avec la mesure sur le téléphone, les 33%. Non, je dis que là, c'est une mesure conservatoire qui vient du fait que le ministre, le MINCAF, ne détient qu'une petite parcelle du président de la République qui peut le lui reprendre quand il veut. Ok. Maintenant, pour vous, cette note du ministre d'État, qu'est-ce que les Camerounais doivent comprendre et retenir? Les Camerounais doivent comprendre que entre M. Paul Biya, le président de la République, M. Ngongo et M. Ayeba ici, il n'y a plus de dialogue. Ils ne se voient pas, ils ne se parlent pas, ils ne se téléphonent pas. Comment ça? M. Ngongo dit que d'ordre du président de la République. Ils s'écrivent seulement. Comment ça? Voici la preuve. Ils ne se voient pas, ils ne se parlent pas, ils ne se téléphonent pas, ils échangent par courrier. C'est-à-dire, il n'y a pas de cohésion. Ils sont tellement distants pour gérer le même peuple, de sorte que seules les correspondances à travers le secrétaire général du Premier ministre peuvent les lier. Donc il y a un désordre. Je me demande ce que sont devenus le Conseil des ministres. Qu'est-ce que la cohésion
L'administration est devenue. Gouvernementale, c'est l'expression qu'ils aiment utiliser. C'est gênant de savoir que après 40 ans de règne, qu'on soit amené à constater que ceux qui ont été désignés par le roi ne s'entendent pas, alors qu'ils sont peu élus. Alors, quelle est l'image qu'ils présentent au peuple? Je pense qu'en temps normal, le secrétaire général, le président de la République, aurait pu demander à rencontrer le ministre et lui dire « Voici ce que le boss dit. » Pour la bonne forme, toi-même initie un acte que tu envoies au plus pour dire « À partir de maintenant, je suspends les ventes de gré à gré, sous toutes les formes, en attendant. » C'est poli, c'est élégant. La correspondance là nous enseigne plutôt l'arrogance, le désordre, la dichotomie. Rien de sérieux à retenir. Nous prouve que la décentralisation, c'est dans Cameroun Tribune, ce n'est pas sur le sol camerounais. Et puis bon, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Monsieur Yebe Haïssi doit comprendre que soit il va remplacer l'autre, soit il va aller au quartier. Et à défaut, sous peine de nullité et de poursuite judiciaire, il sait ce qui lui attend, ce qui lui est réservé. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Monsieur le maire Wafo, vous avez dit adieu au centralisme. On va parler du centralisme. Oui, c'est un centralisme exacerbé. Bon, pour dire vrai, bon, les amis de M. Mboutouzé parleront d'une décentralisation qui, pour moi, si on veut utiliser absolument ce terme, c'est une décentralisation centralisée. Ce que je vais dire, c'est quoi? C'est que j'ai entendu en première partie d'émission M. Mboutouzé dire que le secrétaire général de la présidence de la République a écrit au secrétaire général des services du Premier ministre. Non, n'a pas écrit, a amplié. A amplié, je veux dire. C'est une copie, c'est pas amplié. Copie. Et c'est même une copie. Il a écrit au ministre des Domaines. C'est même une copie. Une copie. C'est pour les archives. SGP. Je comprends bien. C'est une copie. Donc vous avez un problème du fait que le Premier ministre soit mis de côté. Mais tout ça. Bien sûr, mais qui est le chef du gouvernement? Monsieur Haïssi appartient à quoi? Au gouvernement John Gouté. Au gouvernement John Gouté. Chief Dr. Joseph John Gouté. Il appartient à son gouvernement. Première chose. Deuxième chose, comme si ça ne suffisait pas. Le SGPR, le secrétaire général, écrit au secrétaire général des services du Premier ministre. Donc, voilà un courrier qui arrive à la primature, venant d'Etoudi. On dit d'ordre du président de la République. La première personne chez qui ça atterrit, ce n'est pas le Premier ministre, c'est le secrétaire général des services du Premier ministre qui va informer le Premier ministre sur un acte qui vient de la présidence de la République. On dit d'ordre du président de la République. Non, il faut arrêter. Comme je l'ai dit, le Premier ministre, qu'on l'aime ou pas, que les réseaux bataillent ou pas, il est chef du gouvernement. Donc, en attendant qu'il y ait des modifications, n'est-ce pas, peut-être sur les dispositions légales, on aurait tout au moins pu passer. D'abord, on aurait pu passer par le Premier ministre avant de mettre sur pied, n'est-ce pas, tout ce qui est en train d'être, donc qui est en train de vouloir être déroulé. Et de deux, il va falloir, je vais chuter par là, docteur, il va falloir une fois de plus qu'on redéfinisse les compétences du secrétaire général de la présidence de la République. Parce qu'on a comme impression dans ce pays qu'il y a un bicéphalisme qui ne dit pas son nom. Donc son champ de compétences, le champ de compétences du secrétaire général doit être défini. Parce que quand il le fait au Premier ministre, donc imaginez ce qu'il fait à d'autres pays. Quand je dis il, ce n'est pas M. Ngongo, c'est le secrétaire général de la présidence de la République. Quand il le fait, n'est-ce pas, quand il adopte, n'est-ce pas, cette attitude de quasi-mépris vis-à-vis, donc à l'endroit du Premier ministre, imaginez ce que subissent d'autres ministres. Il faut quand même que ça s'arrête. Et on aurait pu faire simple. C'est-à-dire en actant, je veux dire, en promouvant une activité qui est, par exemple en France, qui est hebdomadaire, n'est-ce pas, au sommet de l'État, à savoir la tenue du Conseil des ministres, où le président de la République est devant chaque ministre, et quand il donne une injonction, c'est noté dans le rapport de ce Conseil des ministres. Ça aurait pu faire simple. Mais aujourd'hui, une fois de plus,
j'ai bien envie de me demander, mais qu'est-ce que le Premier ministre finalement a fait dans ce pays? Donc vous lui mettez des pots de bananes, vous savonnez son plancher. Il n'y a pas que celui-ci. Également, le Premier ministre Philmorian, on a vu signer des décrets ici dans le cadre de la décentralisation pour reverser par exemple un certain nombre de prérogatives aux communes d'arrondissement. Mais on a vu qu'on a mis tout ça de côté à cause des réseaux qui gravitent dans les sphères insoupçonnées de la République. Voilà, il faut arrêter. Voilà. Et rapidement, oui, j'aimerais juste dire que corroborer l'argumentaire de Jean-Robert, puisque le Premier ministre, chef du gouvernement, intervient dans les procédures d'expropriation pour cause d'utilité publique. Donc cela veut dire que dans la gestion de manière, et surtout que le ministère des domaines, du cadastre des affaires foncières, dépend directement d'un ministère rattaché à la primature et non à la présidence de la République. Parce que vous savez que dans l'esprit de la coordination gouvernementale, il y a des ministères qui dépendent de l'autorité présidentielle et ceux qui dépendent de l'autorité du Premier ministre. Et je voudrais finir par ce bel adage de Loisel qui disait que celui qui a mangé la loi du roi, même 100 ans plus tard, arrangera les plumes. Ça veut donc dire que ceux qui vont acheter le terrain dans l'irrespect de la légalité vont se voir justement, vont restituer les 10 terrains à travers les procédures que j'ai indiquées tout à l'heure, l'action civile, l'action possessoire ou l'action pétitoire, ou encore une action pénale à travers un détournement des biens publics. Ceux qui ont acheté après le décret. Voilà, justement. Serge Alain, oui, je voudrais, pour terminer, dire que tout le monde connaît les compétences du SGPR. Personne n'ignore ici que le RGPR a des compétences qui lui sont rattachées de par sa fonction de RGPR, mais aussi des compétences qui lui sont attribuées de par le président de la République. Donc, et toutes ces compétences-là, quand il les exerce de façon légale. Et je crois qu'une publicité est faite là-dessus. Lorsque le président de la République donne délégation de signature sur un certain nombre de compétences au SGPR, cela fait l'objet d'une publicité parce que c'est inséré au journal officiel en français et en anglais. Merci. Mais là, cette injonction, c'est inséré au journal officiel. Il faudra une émission. Merci, on vous a compris. Merci Jean-Robert Wafo. Merci Dr Luisin Soma. Merci Joseph Lenem-Boutouzé. Merci Maître Ngefak. Madame, Monsieur, rendez-vous demain 19h. Bonsoir. Babete. On a encore 10 minutes. 10 minutes, comment c'est fini.